Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie Cuykerman. Julie a été préparatrice physique au sein de plusieurs staffs olympiques et du coup elle va nous faire découvrir un petit peu cette passion qu'elle a eue pour la préparation physique, mais depuis quelques années elle s'est reconvertie en tant que coach sportif à domicile qui aide justement les femmes à se remettre aux formes et à faire la transition vers une vie qui est plus saine. Et elle va nous partager également ses meilleurs conseils sur le coaching sportif et ses meilleurs conseils aussi sur comment se remettre au sport de manière durable et saine. Donc sans plus attendre, je te laisse écouter l'échange que j'ai pu avoir avec Julie et on se retrouve quant à moi à la toute fin de l'épisode pour un petit débrief. Allez, bon podcast à toi. Donc salut Julie. Salut. Eh ben écoute, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, hein. Mais pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils connaissent un peu plus de choses sur toi et qui tu es et d'où tu viens. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Julie Cuykerman. J'ai 34 ans, pardon. Je suis préparateur physique et coach sportive et j'habite Serre-Chevalier. Voilà, je suis originaire à la base de région parisienne. J'ai démarré ma carrière en fait comme préparateur physique à l'INSEP avec des équipes de France. Et depuis 5 ans, je suis plus coach sportive ici dans les Hautes-Alpes. Ok, ouais, c'est de Serre-Chevalier. J'ai été voir où c'était. Alors, c'est près de la frontière italienne, hein, c'est ça? Exactement, la Ouais. station de ski. Ok, Voilà. ok. Donc, tout ce qui est rando, sport d'hiver, ça doit être assez sympa. Justement, d'habiter dans une station, c'est quand même assez ouf, je trouve. C'est le Donc rêve. bah ouais, franchement, pour tous les amateurs de sport, je pense que d'habiter dans une station, c'est quand même le mieux, quoi. Enfin, il y a vraiment tout et la campagne, etc. Et en plus, et la montagne, donc c'est vraiment top. Et toi, Exactement. personnellement, depuis combien de temps tu fais du sport? Quelles étaient tes je sais pas, premières activités sportives, un peu ton parcours sportif? Qu'est-ce que c'était? Comment on devient aussi après préparateur physique? Mais du coup, depuis combien de temps tu fais du sport, toi, personnellement? Depuis toujours, je pense. En fait, je viens d'une famille qui est très sportive. Mhm. Ma maman a été championne de France de kayak. Ah oui. Mon... ouais. Mon papa était maître nageur, il faisait beaucoup de vélo. Donc voilà, j'ai toujours baigné Ouais. dans un univers qui est très, très sportif. Après, mon premier sport a été la GRS. Ça a vraiment été La mon GRS. premier amour. La GRS, c'est la Gymnastique rythmique, rythmique non, et c'est pas ça? sportive. Et sportive, voilà, c'est Exactement. ça. D'ailleurs, ça s'appelle GR maintenant. La gym avec les rubans, cerceaux, massue, etc. Mhm. J'ai été championne de France de GRS à 10 ans. Ok. Et après, je me suis plus orientée vers le tennis, qui a été mon sport, en fait, que j'ai pratiqué en compétition durant toute mon adolescence jusqu'à mes 25 ans à peu près, avant que je me Ok. lance vraiment à temps plein dans ma vie professionnelle. Mais là-dessus, j'ai une question. Quand on est championne de France dans un sport, qu'est-ce qui t'a poussé justement à changer de sport? Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais été champion de France de quoi que ce soit, mais je me dirais, enfin, moi, si j'avais un niveau comme ça, enfin, ça serait peut-être que tu as justement des bons attributs qui permettent justement de performer au plus haut niveau. Et quand tu trouves ton sport et que tu peux performer dans ton sport, pourquoi tu changes de sport après pour aller vers le tennis, qui n'a rien à voir en plus? Donc, Ouais, alors ouais, je comprends. Alors déjà, moi je précise que j'ai été championne de France à 10 ans, donc c'était oui. une petite catégorie. Voilà, même si c'est un très beau titre, j'aurais peut-être pas fini championne olympique, ça c'est clair. Et je faisais déjà en fait en parallèle du tennis et je jouais déjà pas trop mal. Et voilà, quand on fait du sport de haut niveau, c'est pas possible de faire deux sports Ah en bah même non, temps. À oui. un moment, il faut choisir parce que les volumes d'entraînement sont très importants. Donc, il a fallu faire ce choix en fait entre la GR et le tennis.
Pour être très honnête, moi, je voulais continuer la GR. Mes parents ont préféré que je continue le tennis en disant que c'était un sport que j'allais faire toute ma vie, que je pourrais continuer à jouer même plus tard avec mes enfants. Ils n'avaient pas tort parce que c'est vrai que tout ce qui est gym, sport gymique, c'est des sports qu'on arrête très, très tôt et qui sont assez violents pour le corps. Ouais, j'ai Voilà la lu pas raison. mal de choses là-dessus, notamment au niveau de la colonne, apparemment. Ce qu'on fait faire aux jeunes en gym, ça aurait des conséquences un peu pour toute leur vie au niveau de la colonne. Et c'est vrai que c'est un sport qui est assez traumatisant. Donc là-dessus, je te rejoins. Mm, Et, mm. ouais, et donc c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup. Et du coup, ouais, tennis après, et tu allé jusqu'à quel, pour curiosité, tu allé jusqu'à quel niveau un petit peu au tennis? J'ai été classée 0 pour les connaisseurs. Alors après, pour les non-connaisseurs, j'étais dans les 30 meilleures françaises de ma catégorie d'âge. Ok, Voilà. ok. Donc un bon Un niveau, bon niveau, un bon gros niveau, mais mais tout en pas. sachant que je n'aurais jamais pu faire Bien sûr, ouais. professionnel. Ok, ok, ok. Et du coup, donc ça, c'était ton parcours sportif. Et quel est le déclic un petit peu où tu t'es dit, tiens, je vais faire de la préparation physique? Est-ce que tu as toujours d'ailleurs voulu faire travailler dans le sport ou est-ce que tu avais peut-être d'autres ambitions ou est-ce que c'était clair pour toi que tu allais travailler dans le sport? Et si oui, pourquoi la préparation physique justement? Oui, c'était clair depuis toujours parce que pour la petite anecdote, je me rappelle qu'en troisième, tu sais, on fait un stage en entreprise, on doit dire quel métier on Ouais, veut c'est faire et vrai. j'avais, voilà, c'est toujours d'actualité, je pense. Et j'avais déjà mis que je voulais être préparateur physique, voilà. Ah ouais, ok. Le sport, ça a toujours été toute ma vie et donc pour moi, c'était naturel de travailler là-dedans. Et pourquoi la préparation physique plus qu'autre chose? Parce que j'ai toujours adoré la notion d'effort, de dépassement de soi. Moi, j'étais pas la plus douée en sport, très clairement. Par contre, j'allais dire, j'étais prête à T'as de mourir la sur le niaque. cours. Enfin, voilà, exactement, à tout donner. Donc c'est vraiment ce qui m'a attirée au début. Et puis après, quand j'ai commencé un peu mes études dans la préparation physique, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une dimension qui était hyper intellectuelle, ce qui me plaisait beaucoup parce que tu es coach aussi, donc je pense que tu vas être d'accord avec moi. Être préparateur physique ou coach, c'est pas uniquement faire des abdos à l'athlète, lui faire pousser une barre de muscu. C'est ce que les personnes voient, en tout cas, mais c'est pas C'est la ce que les réalité du personnes métier. voient, voilà. Mais Ouais. il y a un énorme travail intellectuel qui est derrière et que moi, j'adore, Mhm. de préparer les cycles, de s'adapter à la personne que tu as pour vraiment faire quelque chose de très individualisé. Et tout ce côté-là me plaît énormément. Savoir comment parler aussi à la personne, adapter son Mm, langage pour justement bah, qu'elle puisse progresser au mieux. Donc, ouais, non, c'est sûr, je te exactement. rejoins là-dessus. Et enfin, je pense que pour en avoir discuté quand même avec pas mal de gens dans le milieu, il y a un point commun qui, à part le sport, c'est que beaucoup de coachs, préparateurs physiques s'intéressent à la psychologie. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, on n'en a pas trop discuté, mais moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer et du coup, c'est vrai que quand on fait du sport et quand on est coach ou préparateur physique, on a toute une dimension intellectuelle et mentale. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important de s'intéresser à la psychologie de l'homme, de l'être humain et du coup, Mm, forcément de l'élève, quoi. Donc, je te exactement. rejoins là-dessus. Et du coup, tu as commencé quand sur la préparation physique? J'ai eu mon premier gros poste en 2009. Donc, tu vois, ça, oui, ça fait 12 ans maintenant. Ça te rajeunit pas. Euh, Non, je déconne. non, je suis très jeune. Euh, En 2009, j'ai eu la chance d'intégrer le Stade français section tennis, donc qui est le Ok. gros club parisien. Voilà, donc ça a été vraiment mes premiers débuts en préparation physique. Donc ça, c'était juste après l'école. Tu as trouvé direct un poste justement dans un gros club de tennis, quoi. Oui, enfin, j'ai fait des études d'abord quand Oui, non, mais même. l'école, quand je dis Voilà, l'école, c'est l'étude. exactement. Voilà. Oui, voilà. Mhm. Ouais, donc après le bac, j'ai fait mes études pour être formée là-dedans et effectivement, j'ai eu mon premier poste au Stade français. Alors, je pense que c'est le rêve de beaucoup de préparateurs physiques de rebondir dans un challenge comme ça. Et tu as Ouais. dû vraiment côtoyer et apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir avoir Mm. une expérience comme ça. Et du coup, ça, c'était ta première expérience en tant que préparatrice physique. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans jusqu'en 2011 et Mhm. c'est en 2011 que j'ai intégré l'INSEP, qui est donc le lieu où s'entraînent les équipes de France de quasiment tous les sports pour préparer les Jeux Olympiques.
Ça, c'est intéressant. Et par la suite, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ce que tu as fait à l'INSEP? Oui, alors j'ai tout d'abord aidé certains athlètes à préparer les Jeux Olympiques de Londres, qui étaient en 2012. Donc j'ai entraîné l'équipe de France d'escrime masculine et la numéro 1 française de badminton, Onguiane Pi. Et après, donc ça a été l'Olympiade suivante pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et là, j'ai Mhm. bifurqué sur le tir olympique. Rien à voir. Ok. Est-ce que c'est pas. Du coup, tu as fait badminton, tir et Escrime. escrime, voilà. Et c'est pas difficile de switcher un petit peu d'activité en activité comme ça, surtout à un niveau quand même assez le plus élevé possible déjà. Donc, est-ce que c'est pas difficile de switcher justement de sport, quoi? Si, c'est pas évident et ça nécessite un gros travail en amont parce qu'effectivement, on propose pas la même préparation à un escrimeur et à une championne de badminton. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé avec l'escrime et quand la fédération d'escrime m'a appelée, j'ai eu quand même quelques semaines pour me préparer et pour vraiment pour aller voir les entraînements, aller voir les hommes Mhm. s'entraîner, réfléchir à ce dont ils avaient besoin pour proposer une préparation hyper spécifique. Ok, ok, ça doit être vraiment intéressant le boulot en amont. Et du coup, bah, je sais que dans mes auditeurs, il y en a quand même qui sont en STAPS et qui rêveraient certainement justement d'intégrer un staff olympique. Mais comment on fait du coup pour rentrer dans un staff olympique qui est d'ailleurs quand même, on en a un petit peu parlé, très très fermé, hein. Comment on fait pour rentrer dans un staff olympique? Je comprends que ça fasse rêver les étudiants Bah, c'est ou sûr. tes auditeurs parce que c'est vrai que moi, c'était mon rêve. J'ai toujours voulu intégrer le plus haut niveau. Alors, je ne sais pas s'il y a une recette magique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut énormément de travail et un peu de chance. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai tout de suite eu conscience, comme tu l'as dit, que c'est un milieu qui était très, très fermé, peut-être encore plus aux femmes. Donc, je me suis dit que si je voulais réussir, il fallait que je travaille comme une acharnée. Et j'ai travaillé vraiment comme une acharnée, c'est-à-dire que j'avais pas d'heure. Le soir à 22, 23 heures, j'étais encore en train de travailler sur mes cours, enfin voilà, pour vraiment me perfectionner. Et je pense qu'il faut aussi un peu de chance. Moi, personnellement, j'ai été là au bon moment, c'est-à-dire qu'en 2011, la Fédération française d'escrime cherchait un préparateur physique femme pour entraîner leur équipe d'hommes. En fait, ils voulaient savoir, je ne sais pas pourquoi, si ça allait changer d'approche. Et ils se sont un peu renseignés autour d'eux. Ils ont entendu parler de moi. Donc, j'étais à l'époque, comme je te l'ai dit, au Stade français. Je complétais ma formation universitaire à l'INSEP, au sein de l'INSEP. Et c'est là qu'en fait, on a pensé à moi et c'est ce qui m'a permis d'entrer dans le staff équipe de France. Et effectivement, après, quand tu as un pied dedans, Oui, c'est si tu plus fais du simple. bon boulot, Oui, c'est plus bien simple, c'est sûr, sûr. voilà, Ouais, c'est c'est le plus premier simple. pied ouais, qui est compliqué. Ouais. Mais, et du coup, est-ce que ça change quelque chose d'avoir une femme en tant que préparateur physique? Est-ce que l'approche est différente? Est-ce que peut-être le fait que ce soit bah, pas un homme du coup qui soit préparateur physique, est-ce que l'athlète a, euh, je sais pas, réagi différemment? Je sais pas. Est-ce que tu as pu observer quelque chose ou est-ce qu'on t'a fait un Mm. retour sur certaines choses? Parce que en plus, c'était l'objectif justement de prendre quelqu'un justement de différent et d'un autre sexe aussi. Donc, Mm. qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, justement? Bah, je pense que homme ou femme, en tant qu'entraîneur, on est tous différents. Après, oui, je pense qu'un athlète homme se comporte peut-être pas forcément pareil avec une femme. En fait, j'allais dire, il peut y avoir deux extrêmes, c'est-à-dire que tu peux avoir un peu de la répulsion, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un côté malheureusement un peu macho Macho, avec ouais. des Mm. a priori en disant, en plus, moi, je fais une discipline qui touche au corps. C'est-à-dire que je suis forcément, même si je suis très sportive, je suis forcément moins Oui. musclée qu'un homme. Enfin, j'aurais beau beaucoup m'entraîner, je pourrais jamais lutter. Donc, il peut y avoir ce côté-là que moi, je n'ai pas trop vécu. Je l'ai vécu une fois, mais pas avec les escrimeurs. Et à l'inverse, il peut y avoir de la curiosité et des hommes qui sont, voilà, qui sont très respectueux. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec l'équipe de France d'escrime où j'ai jamais eu aucun souci.
Les escrimeurs n'avaient pas, en tout cas à l'époque, une grosse culture de la préparation physique, même s'ils étaient champions olympiques en titre. Et du coup, en fait, ils étaient hyper curieux de savoir ce que j'allais leur apporter. Ils étaient hyper contents de venir à l'entraînement, ce qui était agréable pour moi. Et j'ai jamais ressenti de choses négatives par rapport à mon sexe en me disant, voilà, je suis une femme, du coup, il y a des craintes ou pas de respect. Ok, bon, visiblement ça s'est bien passé parce qu'après Ouais. on t'a remis dans un autre staff olympique. Alors du coup, ça veut dire que je pense que l'expérience était bonne. Et du coup, quel est ton rôle en tant que préparateur physique au quotidien à l'intérieur d'un staff olympique? Ça, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que tu avais carte blanche? Comment, voilà, quel était ton rôle au sein de ce staff-là? Bah, mon rôle, en fait, c'était vraiment de mettre les athlètes dans une condition physique optimale pour l'échéance olympique, qui est vraiment le Oui, rêve de leur vie. Et aussi qu'ils arrivent surtout pas blessés, parce que la blessure, c'est la crainte de n'importe quel sportif, même un sportif de niveau beaucoup amateur, plus faible, en ouais, fait. Hein. ouais. Ouais, exactement. Quand on est blessé, je pense qu'on est les plus malheureux du monde. Donc, en fait, je savais où je devais aller, c'est-à-dire que je savais qu'il devait être explosif, endurant, souple, voilà, un peu toutes les Toutes les qualités, ouais. qualités physiques, exactement. Et après, par contre, ce qui est agréable, c'est qu'on me faisait confiance. Je pense que quand tu embauches quelqu'un, il faut faire confiance. C'est Bien sûr, ouais. comme dans n'importe quelle entreprise, en fait. Hein. Sinon, ça sert à rien. Donc vraiment, non, j'avais carte blanche pour les entraîner comme je voulais du moment qu'on arrivait à l'objectif. Et tu étais la seule préparatrice physique dans le staff? Oui, j'étais la Ok, seule pour 15 ok. hommes. C'était génial. Ouais, Non, ouais. Bah, vaut mieux être seul, hein, j'ai envie de te dire, hein, dans ces cas-là. Oui, Comme ça, au moins, tu ouais, n'as pas de conflit. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de gens à gérer, j'imagine. ouais. Et du coup, on sait qu'il se passe pas mal de choses au sein d'une équipe olympique. Est-ce que tu as des petites anecdotes un petit peu croustillantes que tu pourrais nous raconter, peut-être, je sais pas. En fait, les souvenirs que j'ai, donc les bons souvenirs, en fait, me viennent plutôt sur les moments off, c'est-à-dire pas à l'entraînement, parce que à l'entraînement, il y a tellement de pression que, bon, même si j'adore mon métier, c'est pas les moments les plus fun. Par contre, quand tu es dans une préparation olympique, quelle que soit la fédération, il y a quand même beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai qu'on a été reçus à des dîners, on a eu des soirées à Paris, et ça, c'était assez incroyable parce que je revois l'équipe me présenter. En plus, j'étais vraiment jeune à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais 25 ans, je faisais très jeune physiquement, et ils étaient là, c'est notre coach, c'est notre coach. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, qui vivait mon rêve de petite fille, qui avait voulu faire ça depuis le début, c'était Ouais, vraiment incroyable d'être à ouais, d'être reçu minuit, au partout, c'est milieu, clair, hein. exactement, au milieu de ses équipes. Voilà, ça, Ok. c'est vraiment des chouettes moments. Ok, ok. Et donc ça, c'était ton parcours dans l'olympisme, mais après, donc, tu as un petit peu changé de voie. Et pourquoi tu as choisi justement de changer de voie quand on est au plus haut niveau olympique, euh, on décide de changer de voie. À chaque fois, tu changes de voie quand même. Ouais, Tu changes de voie avec la gym, tu changes de voie avec euh, le staff olympique. À chaque fois que ça marche bien, hop, exact. nouveau Ouais, challenge. je me réserve la suite. En fait, c'est allé avec un changement de vie personnelle. Donc moi, j'étais à Paris et puis j'ai déménagé à Serre-Chevalier avec mon compagnon qui était entraîneur de ski. Mhm. J'ai eu besoin de faire une petite pause et de privilégier ma vie personnelle. J'ai fait 2 enfants et après, j'ai eu envie d'être moins dans la performance et vraiment de transmettre mon amour du sport et d'être plus dans une démarche de bien-être. Euh, voilà, vraiment moins centré sur le très haut niveau, d'être dans une démarche plus générale de vie saine qui passe toujours, bien sûr, par le sport. Et cette démarche de bien-être, pourquoi tu l'as fait justement à ce moment-là? Est-ce que personnellement, tu as eu aussi envie de te développer sur cet aspect-là et du coup, tu as eu envie de le transmettre? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était toujours ancré en toi, mais que tu avais un petit peu laissé de côté parce que justement, bah, le haut niveau et le très haut niveau, c'est
pas forcément compatible avec du bien-être. Et c'est très compliqué d'instaurer ça justement au sein des équipes ou des personnes de très haut niveau. Comment ça s'est justement, ce switch que tu as eu, comment ça s'est goupillé dans ta tête, si je peux le dire comme ça? Ouais, je comprends. Bah, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le sport de haut niveau, compatible avec du bien-être, c'est compliqué, hein. Le sport de haut niveau, ça nous casse physiquement. Alors non, en fait, cette démarche de bien-être, elle n'était pas du tout ancrée en moi. Comme je te l'ai dit, avant, j'étais vraiment uniquement focus sur la performance, Mhm. le haut niveau, être à fond. Et peut-être effectivement que le déclic a été mes grossesses, mon changement de vie. En tout cas, j'ai eu envie de ne plus entraîner uniquement les meilleurs, d'entraîner aussi monsieur et madame tout le monde. Et c'est vraiment tout aussi passionnant. Souvent, on me demande si je suis nostalgique de ma vie d'avant. Et vraiment pas du tout. En fait, moi, permettre à quelqu'un qui n'est pas sportif à la base de devenir sportif, de se mettre à courir, de voir son corps se tonifier, je trouve ça vraiment ultra passionnant. Ok. Et du coup, c'est quoi les profils de personnes que tu accompagnes en ce moment, par exemple? Alors, moi, j'entraîne essentiellement des femmes. Parce que j'ai fait le constat que pour l'instant, c'est peut-être encore un peu difficile pour les hommes de se mettre à nu, en fait, en quelque sorte, de montrer leur faiblesse physique, notamment à une femme. Voilà, peut-être que ça viendra un jour. Ouais, certainement. Euh, Mm. J'espère, voilà. Là, je ne parle pas du haut niveau, hein, parle Ouais, bien sûr, vraiment ouais. des gens de la vie de tous les jours. J'ai quand même certains hommes, mais ça reste majoritairement des femmes. Et c'est des femmes qui ont besoin d'être encadrées pour se mettre au sport de manière durable. Parce que comme plein de Français et de Françaises, le sport, bah, ça reste quelque chose qui est quand même difficile, qui est Un fatigant, gros même si on mot. est sur une démarche exactement de bien-être. Et en fait, beaucoup, au bout de 3 semaines, se mettent à arrêter. Donc, c'est vrai que quand on a une pratique qui est cadrée et qu'on prend du plaisir à le faire, on continue sur la durée. Et puis aussi, ce sont des femmes qui, du coup, en fait, ont peu de temps dans la semaine. Je pense que maintenant, on est dans une génération où on travaille, on a des enfants, on fait mille choses. Donc, elles se bloquent 1 heure dans la semaine pour faire du sport et elles veulent par contre que ce soit bien fait. En fait, voilà, de la qualité plutôt que de la quantité. Et comment t'expliques que la personne, justement, elle se mette 3 semaines, si elle n'est pas accompagnée, hein, elle se mette 3 semaines au sport et qu'après, elle abandonne? C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, notre passé sportif joue beaucoup. Je pense que déjà, si on a eu une enfance avec du sport, ça aide quand même à avoir cette culture physique. Mhm. Et je pense C'est après, sûr. sinon, au-delà de tout ça, que quand on se met au sport, il faut avoir la bonne démarche. Et il faut vraiment, moi je suis vraiment sur des objectifs de long terme. C'est sûr que si on part avec comme objectif de perdre 3 kilos en 3 semaines et pour ça on fait du sport, voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui arrivent, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Je pense Ah qu'il bah faut ouais, je suis faire... d'accord. ouais. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment, en fait, à chaque fois qu'on veut faire du sport, d'allier effort et plaisir dans chaque moment de sport. C'est-à-dire quand on va courir, quand on fait du renforcement musculaire, peu importe ce qui nous plaît, il faut qu'il y ait de l'effort parce qu'on n'a rien sans rien. Donc, il y a un moment, c'est sûr qu'aller courir, c'est difficile. Des fois, il fait froid, on transpire, ça fait mal aux jambes. Donc, voilà, il faut quand même un peu de notion d'effort et il faut aussi à côté du plaisir. Et je pense que ça peut être très bateau hein, ce que je dis, mais pour moi, c'est vraiment une recette qui est hyper importante. À chaque fois que je veux faire du sport, il faut qu'il y ait à la fois de l'effort et du plaisir. Et beaucoup de personnes oublient cette notion de plaisir. Et oublie ou peut-être qu'il l'oublie ou peut-être qu'il le ressentent pas. Peut-être que c'est ça. Peut-être, Peut-être qu'ils voient juste exactement. que c'est l'effort, 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 et qu'ils n'arrivent pas à voir la notion de plaisir qu'on peut avoir. Et du coup, forcément, si c'est quelque chose de contraignant et qui a aucun bénéfice, à part sur la silhouette ou quoi, mais sur du long terme, dans ces cas-là, et qui n'est pas le cas en 3 semaines, et bah, du coup, peut-être qu'ils voient juste l'effort et pas le plaisir qu'il y a derrière. Et comment toi, tu fais justement pour mettre cette notion de plaisir sur les personnes que tu coaches?
Eh ben, en fait, moi déjà, j'essaye de faire des choses différentes à chaque séance. C'est-à-dire que la femme, quand elle vient à ma séance, elle ne sait jamais à quoi s'attendre. Mhm. Je vais faire des séances qui vont être plus axées cardio, d'autres plus renforcement musculaire. Et je pense que cette notion de surprise, d'imprévu, elle entretient le plaisir. C'est Et clair. après, ouais. Et après, le plaisir, il vient aussi avec les progrès, en fait. Les progrès et la régularité. Il vaut mieux s'entraîner une fois par semaine, mais tenir 6 mois, un an, voire toute la vie, plutôt que 3 fois par semaine et arrêter au bout de 3 semaines. Et réellement, quand on s'entraîne une fois par semaine, même qu'une seule heure, il y a vraiment des progrès. Et je pense que bah, le plaisir, il vient de là aussi, parce qu'on voit que petit à petit, le footing, il devient de moins en moins difficile. On voit notre corps se transformer doucement, mais sûrement. On fait des choses qu'on ne réussissait pas à faire avant. Bien sûr. Et le plaisir, il vient de là. Mhm. Et en quoi, justement, le fait qu'ils soient coachés leur fait changer leur manière de faire et de voir le sport? Est-ce que tu as... Bah, ouais, je pense qu'en fait, le coaching, c'est plus que 1 heure de sport dans la semaine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Déjà, il y a une vraie relation Bien sûr. humaine qui se crée, enfin, qui est hyper importante, quoi. Moi, je pense que je leur apporte quelque chose humainement de la même manière que elles m'apportent humainement. Moi, je suis hyper contente de les retrouver, les filles que je coach. Donc, il y a aussi des moments, enfin, pendant les exercices ou à la fin des séances, où on discute beaucoup. Et tu vois, j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent, et c'est hyper touchant et même étonnant, et qui m'écrivent, des filles que je coach, qui me disent Julie, tu as changé ma vie, quelle chance de t'avoir rencontrée. Alors, je dis pas ça du tout pour me vanter, parce qu'en fait, je le fais, je le dis, j'allais dire presque la larme à l'œil, hein, Ouais, mais parce que voilà, c'est pas, je leur apporte pas juste des abdos et des squats. En fait, elles ressortent d'une séance avec moi et elles vont se sentir bien. Donc derrière, elles vont pas aller se manger un McDo. Elles vont envie de continuer à faire des efforts. Elles se disent, mais en fait, ça fait du bien aussi de prendre 1 heure bien pour moi. sûr. Peut-être que dans la semaine, je vais aussi prendre 1 heure pour moi pour lire, pour aller marcher. Donc après, tu te sens mieux. Et puis, c'est un cercle vertueux. En fait, tu te sens aussi mieux avec ton conjoint, ou alors tu changes de vie enfin voilà. Et ça fait, parce que je plaisante, mais j'ai aussi l'effet inverse de femmes qui se sentaient tellement bien et tellement épanouies qu'elles envoyaient tout valser. Mais c'est pas la Ouais. majeure partie des filles. Mais ok, bah ouais, non, mais c'est sûr, c'est important. Et je pense que oui, le sport change des vies. Enfin, ça, enfin, moi, j'en suis la preuve. Le sport a changé ma vie, peut-être toi aussi, et les personnes qu'on accompagne également. Ça, c'est cette prise de conscience que le sport, ça change une vie, ça fait un déclic chez les personnes, et je pense, et c'est important. Et donc, autre que le sport et la nutrition, tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment aides-tu les personnes que tu accompagnes? Donc, il y a tout cet aspect psychologique, j'imagine. Mm, mm. Et ouais, comment tu les aides au mieux sur les différents aspects de leur vie, et pas uniquement que sur le sport. Bah, moi, pour être honnête, je suis quand même très axée sur le sport. Même, c'est-à-dire que même s'il y a tout ce côté global dont on vient de parler, je ne suis pas à côté préparateur mental, psy, etc. Je pense qu'il y a des personnes qui sont capables d'être brillantes sur plein de domaines. Moi, je reste quand même assez sceptique là-dessus. Voilà, moi, je pense que je suis très forte, j'allais dire, en tant que coach sportive. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment mon domaine de compétences que je continue de travailler, d'ailleurs, de me former. Donc voilà, je pense que je leur apporte quand même en premier lieu sur le sport. Et après, il y a tout ce côté, oui, hygiène de vie, où on discute alimentation, même si je ne suis pas diététicienne, habitudes de vie, petites choses du quotidien et c'est des discussions qui sont hyper enrichissantes, en fait. Ok. Ok, ok. Et du coup, tu m'as dit que tu accompagnais plus des sportifs qui se remettent au sport, qui ont du mal à instaurer cette routine vertueuse dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais des conseils, on va dire 3 conseils, que tu donnerais justement, bah, si quelqu'un qui nous écoute, qui est dans cette situation-là,
qui arrête, qui reprend, qui arrête, qui reprend, qui a du mal à instaurer cette routine vertueuse. Est-ce que tu aurais des conseils, 3 conseils pour cette personne-là? Oui, bien sûr. Alors, le premier, bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment d'allier effort et plaisir. Là, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, voilà, d'avoir toujours cette dimension, c'est-à-dire je fais des efforts, je cherche à me dépasser. C'est sûr que c'est un effort hein, de chausser les baskets et d'aller même marcher dehors. On est mieux dans son canapé à regarder la télé. Donc, d'allier cette notion d'effort et de plaisir. Et aussi, moi, ce que je fais, c'est de beaucoup penser au moment d'après. C'est-à-dire que quand on vient de finir une séance de sport, quel que soit le sport, on libère des hormones, quoi, c'est Mhm. physiologique, et on a une vraie sensation de bien-être. Et cette sensation, il faut vraiment la capter. Je trouve que c'est une sensation qu'on ne retrouve à aucun autre moment. Donc, quand c'est un peu dur d'y aller, on essaye de penser à cette sensation d'après en se disant, OK, c'est dur d'y aller, mais je vais avoir quand même cette sensation de bien-être que je retrouve à aucun autre moment. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Donc finalement, conscientiser la, pour résumer, hein, Oui, conscientiser un petit peu la notion de plaisir. C'est ça un petit peu exactement. que la C'est personne soit ça. vraiment consciente que ça lui fait du bien et ne pas le faire mécaniquement et bêtement, mais vraiment en pleine conscience. En psychologie, ils disent ça, Complètement. Voilà, tu es et de beaucoup le plus faire un calé en petit peu en pleine, psychologie que moi. en pleine C'est conscience, quoi. exactement ça. Ouais. Donc, ouais, voilà, bah, c'est exactement ça. Donc, ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième, ce serait d'être patient parce qu'on n'a pas des résultats en 3 semaines, que ce soit en termes de résultats visibles sur le corps ou en termes bah oui, enfin, de bien-être. Voilà, donc d'être patient. Et le troisième conseil qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est d'être indulgent et indulgente. Tu vois, je coach beaucoup de filles mes séances leur donnent un élan et donc, par exemple, elles ont envie d'aller courir et elles me disent, ah oui, mais je vais courir que 10 minutes, c'est Hmm. nul. Elles ont presque honte. Et en fait, non, moi, c'est ce que je leur dis, chaque minute courue, eh ben, c'est une victoire. Donc, en fait, il faut être indulgente. Enfin, 10 minutes de course ou 1 minute de gainage ou 30 minutes de danse, peu importe, eh ben, c'est toujours mieux que rien. Et Bah soyons oui, indulgents, arrêtons de regarder tout le temps ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu le mauvais côté des bien réseaux sûr. sociaux où tu vois les gens qui affichent leur perf Strava, où ils ont couru 2 heures. Enfin, je comprends Ça que ce soit... crée une distorsion de C'est la hyper réalité complexe. que les personnes Exactement. enfin, du coup, voient et se disent, oh, c'est ça, c'est ça qui est normal. Et moi, je suis pas capable de faire ça. Et du Donc, coup, je c'est suis vrai que nulle. c'est un réel Exactement. problème. Ouais. Voilà, donc moi, un conseil que je leur donnerais, c'est d'être indulgente. Tu vois, moi, souvent, je vais courir, j'ai pas beaucoup de temps. Parfois, je suis aussi fatiguée parce que je fais du sport toute la journée avec mon métier. Et je vais juste courir 20 minutes. Et je trouve ça génial, en fait. Je suis Mhm. pas en train de me dire, oh, j'ai couru 20 minutes, c'est nul. Bah non, 20 minutes de course, c'est mieux que 20 minutes de canapé. Ah bah ça c'est clair et on se rejoint On est là-dessus, hein. d'accord? Et en plus ça fait du bien et ça vide la tête et alors que canapé ça ne vide pas forcément la tête bien qu'on pourrait croire comme ça. Enfin moi en tout cas ça me vide pas personnellement la tête. Ouais, Euh, moi, moyen non plus. Même si c'est cool aussi de se poser, hein, mais Bien sûr, non, c'est mais pas le même exactement. plaisir quoi. Exactement. Et du coup, on a pas mal parlé aussi du coup de tes élèves, de personnes que tu as accompagnées, que ce soit olympique et maintenant plus amateur. Est-ce que tu aurais un conseil, puisqu'on va revenir un petit peu à toi, à la Julie d'il y a 10 ans? Si tu voilà, avais du coup 24, c'est ça? Tu avais 24 ans à cette époque-là? Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à cette Julie-là? Je lui dirais d'être curieuse et ouverte à tout, en plus de ce qu'on apprend à la fac ou dans nos études. Parce que le domaine du sport, de la nutrition, du bien-être, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution Ah, c'est clair. et il se passe plein de choses passionnantes. Alors, bien sûr qu'il y a il y a des courants qui sont des effets de mode. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien, je pense, pour le corps. Mais n'empêche que tout ce dont on entend parler en termes de sport, de nutrition, naturopathie, même méditation, yoga, je trouve ça passionnant et je pense qu'on peut tous s'en inspirer pour nos pratiques en fait et Bien pour sûr. vraiment avoir une pratique qui est très personnalisée. Mhm. Ouais, c'est vrai que, alors moi j'ai fait des études dans le sport, toi aussi, et il y a Mm. vachement de cet aspect
que je reproche aux études, c'est cet aspect où on va vraiment étudier que le sport, quoi. Et quand Mm, on est dans la vie un petit peu active et qu'on fait ce métier, on se rend compte que c'est vraiment un arbre. Le sport, c'est une, un- une branche de l'arbre et qu'en fait, c'est le corps humain, c'est vraiment très, très large et que toutes ces petites médecines alternatives, on pourrait dire, et de santé, bah, ça complète vachement au final le sport et l'activité sportive. Et c'est vrai que je te rejoins pas mal là-dessus. Donc ça, c'est le conseil principal que tu aimerais donner mm. à cette Julie-là, c'est justement d'être plus curieux sur ces domaines d'activité. C'est ça? Ouais, exactement. Vraiment Ok. de s'ouvrir l'esprit. Et en plus, c'est vraiment passionnant. Ok. Et pour terminer, euh, il y a plus de questions classiques que je demande à mes invités. Est-ce que tu as une citation que tu adores et que tu aimerais nous faire partager aujourd'hui? Il y en a plein. J'adore les Ouais, ouais, citations. t'es Non, très non, citation. ouais, j'adore. C'est hyper inspirant. Enfin, voilà, j'aime vraiment beaucoup être inspirée par plein de choses, plein de gens. Mais j'ai lu récemment un livre qui est devenu un best-seller, je crois, qui s'appelle Je veux tout. Tu Ah, sais, je le connais livre avec pas. la couverture. Ah, bah, je pense que tu as beaucoup d'auditrices qui le connaissent. Le livre de Nathalie Rosbowski. J'espère que je Ok. n'écorche pas Je son nom. mettrai le Donc, lien enfin, ouais, le super. truc en description. Ouais. Voilà. Et elle dit, c'est le bonheur qui amène le succès et non l'inverse. Et je trouve ça magnifique. Ah ouais, c'est pas mal, effectivement. À Ok, méditer. à méditer pour les gens qui nous écoutent. Ok, écoute, merci beaucoup, Julie, de nous avoir partagé un petit peu ta passion du sport et puis ton parcours et tes conseils. Donc, je te remercie vraiment infiniment. Merci à toi. Écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, tu pourrais leur donner des liens ou des choses sur lesquelles voilà, ils peuvent te suivre et peut-être aussi être accompagnés. Voilà, c'est un petit peu l'instant auto-promo. Vas-y, lâche-toi. C'est sympa. Je pense que le premier moyen de me retrouver pour ceux qui ont un compte, c'est sur Instagram à Julie Kuckerman, CUK pour Ouais, le tu peux début. appeler Kickerman parce que sinon ils vont pas Ok. te trouver. Parce que les gens ont du mal à me retrouver. Cukerman. Voilà, Ok. n'hésitez pas à venir m'écrire et j'échangerai avec vous avec plaisir. Et j'ai aussi un site internet www.juliekuckerman.com. Ok, bah c'est super. Encore merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Et puis peut-être à Merci à très toi. bientôt dans le podcast. J'espère. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Voilà, vous venez d'écouter ma conversation avec Julie Kuckerman. Si vous voulez en savoir plus sur ses activités, ce que je vous invite, c'est vraiment d'aller suivre son Instagram. C'est là où elle est le plus active. Donc voilà, donc ça sera en description pour justement ses actualités. À savoir qu'elle est aussi, elle l'a pas précisé dans le podcast, mais je me permets de le préciser, elle est aussi coach sportive à domicile dans les Hautes-Alpes, hein, donc autour de Serre-Chevalier. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, sachez que c'est une grande professionnelle, elle pourra aussi vous accompagner. Quant à moi, si vous avez apprécié les conseils et ce type de podcast, la meilleure chose pour m'aider, c'est justement d'évaluer mon podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast, hein, l'application de podcast d'Apple. Il y a juste à cliquer sur mon émission et mettre 5 étoiles. Sachant que vous pouvez également laisser un avis sur l'émission que je lirai avec plaisir dans un futur podcast. Et dernière chose avant qu'on se quitte, sachez que du coup, pour ceux qui veulent, je propose également des services d'accompagnement à distance. Ces services commencent à chaque fois par une phase de bilan offert. Ok, c'est un bilan sportif, nutritionnel, de forme offert qui se fait avec moi par téléphone. Donc pour ça, rien de plus simple. Il y a un lien en description pour prendre rendez-vous et également sur mon site où il y a également tous les PDF offerts de l'émission. Voilà, donc ça se passe sur mon site sportsanténutrition.com. Dans ce bilan, je me permets de parler aussi un petit peu du bilan. Dans ce bilan, l'objectif, c'est qu'on pose tout à plat en termes sport, nutrition et santé. Et bien sûr, également, là où vous voulez aller dans les prochains mois. Et l'objectif pour moi, ça va être de vous donner
mes meilleurs conseils pour que vous atteigniez vos objectifs dans les prochains mois sur du court ou du moyen terme. Voilà, donc ça se passe en description ou sur mon site. Quant à moi, c'était vraiment un plaisir de vous faire ce podcast justement avec Julie cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs intelligents!